Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir au Conseil national des barreaux sur ce premier webinaire d'une série de webinaires en matière de protection sociale. La protection sociale, c'est quoi? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas, sachez-le, de la retraite, pour laquelle nous entendons, avec la coprésidente de la Commission protection sociale, Kathleen Moda, organiser un webinaire qui lui sera spécialement dédié avec le président de la CNBF. Aujourd'hui, notre webinaire a pour objectif de vous apporter toutes les premières informations concrètes en matière sur notre régime de prévoyance qui nous assure contre les risques de maladie, d'invalidité, accident, décès, et puis également pour la parentalité, la maternité. Sachez que notre profession s'est dotée d'un socle commun pour permettre à tout avocat de bénéficier d'une couverture minimale. Toutefois, cette couverture n'est pas nécessairement suffisante et peut être utile de réfléchir à compléter sa protection sociale à titre individuel. Il appartient à chacun de compléter sa protection en fonction de ses besoins, des risques encourus qu'il souhaite couvrir. Voilà, donc nous allons, dans le cadre de ce webinaire, répondre à vos préoccupations, tenter de répondre à vos préoccupations. Sachez que pour ce faire, nous avons réservé un temps dédié à vos questions que vous pourrez nous poser au fur et à mesure de ce webinaire. Néanmoins, nous ne pourrons malheureusement pas répondre et traiter aux situations personnelles et individuelles de chaque confrère, et en cela, nos intervenants seront à votre disposition, mais pas dans le cadre de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser la possibilité de nous poser des questions. Nos intervenants ce matin, Kathleen Moda, coprésidente de la Commission protection sociale du Conseil national des barreaux, qui est membre du Conseil national et ancienne présidente de la FNUJA. Franck Dimarski, ancien bâtonnier du barreau des Ardennes, qui est vice-président de la conférence des bâtonniers. Joël Granger, ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris. Et Vincent Patrimonio, directeur commercial de la Société de courtage des barreaux, ainsi que Christine Salfranc, qui est responsable grand compte et partenariat de la SCB. Les thèmes abordés, le premier thème qui sera abordé par Joël Granger concerne notre régime de base et obligatoire, mais il nous présentera également le régime complémentaire AON qui concerne les barreaux de Paris, Lyon et les barreaux des Hauts-de-Seine. La SCB ensuite nous présentera pour les régimes complémentaires pour tous les autres barreaux de métropole et outre-mer et qui couvrent également les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Kathleen Moda nous présentera tout ce qui concerne la parentalité et enfin Franck Dimarski nous présentera les garanties supplémentaires individuelles. Sans tarder, je donne la parole à Joël Granger donc sur nos garanties de base et obligatoires, notre régime de base. Joël Granger, vous avez la parole. Merci Madame le bâtonnier. Effectivement, je vais présenter le régime de prévoyance. Alors, naturellement, je connais mieux le régime du barreau de Paris que celui des autres barreaux et c'est la raison pour laquelle effectivement la présentation des contrats des autres barreaux sera faite ultérieurement. Pour commencer, notre prévoyance a en réalité 3 niveaux. Un premier niveau, celui du régime national obligatoire, qui est issu des textes réglementaires de la CNBF et qui est géré par la CNBF, c'est-à-dire la Caisse nationale des barreaux français. Un régime complémentaire, alors je suis désolé parce que mon ordinateur ne s'est pas bien connecté et du coup je dois effectivement me connecter sur un autre ordinateur. Je cherche juste comment on fait bouger les slides. Je ne pense pas qu'on puisse faire bouger les slides de cette manière-là, donc je préfère encore, si ça vous va, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, alors, nous avons un socle à 3 niveaux. Le régime national obligatoire, comme je l'indiquais,
qui est géré par la CNBF, un régime complémentaire collectif qui est propre à chaque barreau et en ce qui concerne le barreau de Paris, c'est un contrat conclu par l'intermédiaire du courtier E.ON. Et le troisième dispositif, c'est un dispositif régime complémentaire individuel, mais qui est propre à chaque avocat et qui est facultatif et qui va être évoqué par notre confrère Dimarski. Donc l'idée, c'est d'abord de vous présenter le régime de base obligatoire, le régime complémentaire des ordres et en troisième partie, effectivement, les régimes complémentaires individuels. Alors, comme je vous l'indiquais, il y a un premier régime qui est un régime national de la CNBF et il y a 3 garanties offertes dans le cadre du régime de la CNBF. Une garantie invalidité temporaire, une garantie invalidité permanente totale et une garantie décès. Alors, commençons par la garantie invalidité temporaire. Alors, l'invalidité temporaire, c'est une cessation temporaire d'activité totale qui exclut toute postulation, toute plaidoirie, toute réception de clientèle et de consultation. Donc, le régime se met en place que lorsque on a effectivement un arrêt total d'activité. S'est posé la question récemment des mi-temps thérapeutiques et le 25 septembre 2021, une réforme a été votée par l'Assemblée générale des délégués à la CNBF qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, mais seulement à compter du 1er janvier 2023, il y aura possibilité du versement pendant 12 mois, en cas de temps partiel à des fins thérapeutiques, d'une indemnité journalière de 45 €, mais pour une liste de pathologies définies, et notamment le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn. J'ai en tête qu'il y a 14 autres maladies, je ne les ai pas toutes énumérées, mais vous pouvez évidemment en prendre connaissance sur le site de la CNBF. Alors, il y a évidemment un certain nombre de conditions. Il faut être inscrit au barreau de Paris, avoir déclaré son arrêt de travail au barreau, être à jour du paiement de ses cotisations, y compris des éventuelles majorations, avoir formulé une demande de prise en charge auprès de la CNBF et justifier d'un arrêt de travail dûment délivré par le médecin traitant, total et continu, et supérieur à 90 jours, et ne pas être indemnisé par un autre régime obligatoire d'invalidité au titre de la même affection, et ne pas avoir fait liquider ses droits à la retraite. Alors, ce régime comporte un délai de carence de 90 jours. Ça veut dire que pendant les 90 premiers jours, il n'y a pas d'indemnisation. À partir du 91e jour, la CNBF verse une indemnité journalière de 90 € par jour calendaire. Donc, grosso modo, 2 700 € par mois. Et à la fin de chaque trimestre, l'intéressé doit faire parvenir à la caisse un certificat médical constatant que son état ne s'est pas amélioré. L'allocation cesse d'être versée lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou à l'expiration du délai de versement de 3 ans. On le précise quand même, juste, vous savez que les collaborateurs, dans le cadre de leur contrat de collaboration, bénéficient, en vertu de l'article 14.3 du règlement intérieur national, d'un maintien de sa rétrocession pendant 60 jours par année civile, sous déduction des indemnités journalières qu'ils perçoivent. Donc, il y a une subrogation du cabinet quand le collaborateur est en arrêt, on continue à lui verser sa rétrocession, mais il y a une subrogation. Arrivons à la garantie invalidité permanente totale. Vous avez vu dans le slide précédent que la garantie, en fait, couvrait du 90e jour au 1095e jour, c'est-à-dire 3 ans. Au-delà de la 3e année, si l'état d'incapacité permanente de l'avocat est confirmé, il peut prétendre à une pension d'invalidité jusqu'à l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite. À noter que, alors sous réserve de ce que j'ai dit sur le temps, la CNBF ne verse aucune indemnité si l'avocat est atteint d'une invalidité permanente partielle. Et qu'il y a évidemment un certain nombre de conditions qui ressemblent fort aux conditions de l'invalidité
de la capacité temporaire, c'est-à-dire qu'il doit, là encore, avoir cessé toute activité, être inscrit au barreau au moment de cette cessation d'activité. Il doit justifier d'au moins 12 mois d'exercice et il ne doit pas être indemnisé par un autre régime obligatoire. L'avocat ne doit pas avoir non plus fait liquider ses droits à la retraite. Alors, le montant de la rente, là, ce n'est pas un montant fixe comme celui qui a été évoqué, il est distinct suivant deux situations. Lorsque l'avocat assuré a au moins 20 ans de carrière, le montant de la pension d'invalidité est égal à la moitié du montant de la pension de retraite de base entière au taux plein, soit 50% de 17 428 €, donc 8 714 €. Lorsque l'assuré a plus de 20 ans de carrière et jusqu'à 39 ans de carrière, le montant de la pension d'invalidité est égal à la retraite de base proportionnelle de l'avocat assuré. Si l'avocat assuré reprend une activité professionnelle, naturellement, la CNBF suspend la pension d'invalidité, mais le droit à prestation reste ouvert en cas de nouvelles interruptions de travail. Alors, il y a deux modifications qui interviendront à compter de 2023. C'est l'augmentation du montant minimum de la rente de 10%, passant à 10 350 € par an. Et c'est la majoration pour être d'une tierce personne de 10% du montant de la rente. Cumul des allocations perçues, évidemment, on ne peut pas bénéficier à la fois de la pension d'invalidité permanente et de la pension d'invalidité partielle ou d'une pension d'invalidité qui résulterait d'une affection invalidante qui est survenue alors que l'intéressé relevait d'un autre régime obligatoire d'assurance invalidité. Enfin, troisième prestation couverte par la CNBF, un capital décès. Alors là, la demande doit être formulée et accompagnée d'un ensemble de pièces justificatives dans un délai de 2 ans qui suivent la date du décès. Et l'assuré, lui, doit avoir une ancienneté d'exercice dans la profession d'au moins 3 mois, être en activité à la date du décès et être à jour de ses cotisations. Alors, le bénéficiaire, c'est en principe le conjoint marié survivant. À défaut, il est réparti entre les enfants du défunt s'ils ont moins de 21 ans, s'ils ont entre 21 et 25 ans et poursuivent des études, ou s'ils sont handicapés. À défaut de conjoint ou d'enfant, le capital décès peut être versé aux parents ou aux frères et sœurs s'ils étaient à la charge de l'avocat assuré au moment de son décès. Il n'est pas possible de désigner d'autres bénéficiaires du capital décès. S'il n'existe aucun bénéficiaire, la CNBF peut rembourser les frais d'obsèques et de dernière maladie à celui qui les a supportés pour leur montant réel et dans la limite du montant du quart du capital décès. Alors, ce montant du capital décès, il est évolutif en fonction des circonstances du décès. Il est de 34 300 € s'il survient à la suite d'une maladie. Il est en revanche de 68 000 € s'il est le résultat d'un accident. À partir de 2023, c'est un des aspects de la réforme de la CNBF qui a été décidée, ce sera une somme forfaitaire unique de 50 000 €. Enfin, le capital décès, il y a une disposition spécifique du cas particulier de l'allocation orphelin et donc il est prévu une allocation orphelin au-delà des échéances que j'avais données tout à l'heure et qui est une allocation annuelle et versée trimestriellement à chaque orphelin de moins de 21 ans jusqu'à son 21e anniversaire ou 25 ans s'il poursuit des études. La CNBF peut encore décider de prolonger le versement de l'allocation à l'orphelin atteint d'un taux d'incapacité médicalement constaté au moins égal à 50 ans jusqu'à l'âge de 25 ans sans condition de ressources, au-delà, après examen de la situation et des ressources de l'orphelin. Le montant de l'allocation forfaitaire, de l'allocation annuelle d'orphelin est de 4 537 €, auquel s'ajoute le quart du montant de la retraite complémentaire à laquelle l'avocat
assuré aurait pu prétendre. 357. Pardon? 357, 4357. Ah, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit 4300. Alors, 4357 euros. Voilà. Alors, le financement du régime, c'est un financement réparti entre les avocats et le barreau. Le montant de la cotisation forfaitaire est de 58 euros entre la première et la quatrième année d'exercice et de 145 euros au-delà de la cinquième année pour les avocats et pour les avocats de plus de 65 ans. Et puis, il y a une cotisation qui est recouvrée auprès du barreau, quelle que soit l'ancienneté ou l'âge du cotisant, qui est de 61 euros. Donc, on voit que le régime de la CNBF est un régime avec un niveau de cotisation qui reste relativement modéré, mais on voit aussi que la prestation n'est pas non plus à la hauteur des besoins des avocats lorsqu'il arrive l'une des circonstances qu'on a pu évoquer. Et c'est la raison pour laquelle l'ordre des avocats et la plupart des ordres ont mis en place un dispositif complémentaire par l'intermédiaire d'EON pour venir compléter les prestations qui sont prévues par les CNBF. Alors, les garanties du contrat du barreau de Paris sont à la fois liées aux arrêts de travail, c'est-à-dire incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, totale ou partielle ou mi-temps thérapeutique, et également en cas de décès. Les bénéficiaires sont tous les avocats au barreau de Paris. Les modalités d'adhésion, en réalité, tous les avocats sont obligatoirement affiliés au contrat. Tous les avocats du barreau de Paris sont obligatoirement affiliés, sauf si l'avocat a liquidé sa retraite avant l'âge de 70 ans. Il cesse d'être couvert à la date de liquidation de la retraite. Cependant, dans le cas de cumul d'un emploi-retraite, pour l'avocat n'ayant pas atteint l'âge de 70 ans, la garantie incapacité temporaire peut être accordée par l'assureur à titre dérogatoire et après étude du dossier. Alors, l'objectif des garanties du barreau de Paris a été de réduire finalement essentiellement le délai de carence de 90 jours des prestations qui est offert par la CNBF. Mais il reste un délai de carence, c'est-à-dire un délai durant lequel l'avocat n'est pas indemnisé. Il est de 30 jours si l'arrêt de travail fait suite à une maladie, il est de 8 jours si l'arrêt fait suite à un accident. Et le versement, il n'y a en revanche pas de délai de carence en cas d'hospitalisation si elle intervient avant l'expiration des franchises ci-dessus ou à son premier jour si elle intervient après les franchises exposées. Le montant de la prestation, vous avez vu, il est une indemnité de base de 61 euros pour les 90 premiers jours d'arrêt de travail, mais déduction faite naturellement de la carence de 30 jours ou du délai de carence qui est indiqué. Et puis, il y a une indemnité supplémentaire propre au barreau de Paris, versée dans la limite de 1095 jours d'arrêt de travail, déduction faite des franchises et égale à 15 euros. Et puis, il y a une spécificité, en cas d'agression, l'indemnité supplémentaire est versée dès le premier jour et elle est d'un montant de 60 jours jusqu'au 60e jour d'arrêt de travail continu. La garantie d'incapacité temporaire de travail, elle, a une durée maximale de 3 ans et elle cesse de verser évidemment à la reprise d'une activité professionnelle, même si elle n'est que partielle, ou à la date de mise en invalidité totale. Il y a évidemment quelques situations particulières. En cas d'arrêt discontinu, les jours réglés sont décomptés du plafond, sauf s'il y a une reprise d'activité pendant au moins 1 an. Et la rupture de collaboration n'a évidemment pas de conséquences sur le maintien au droit des indemnités journalières. Elle continue à être versée à l'avocat tant que celui-ci est en prolongation d'arrêt de travail. Alors, le contrat du barreau de Paris prévoit également une garantie en cas de mi-temps thérapeutique. Et là, le montant de l'indemnité quotidienne est de 38 euros et elle est versée tant que l'avocat justifie de la mise en place du mi-temps thérapeutique et dans la limite de 3 ans.
il ne peut pas y avoir de cumul entre les prestations d'arrêt de travail, d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente partielle. Quant à la garantie d'invalidité permanente, alors elle, son mode de calcul est assez compliqué, mais permet quand même d'avoir un petit complément. La rente d'invalidité n'est versée que quand le taux d'invalidité déterminé par une expertise est supérieur à 33%. Et le montant, vous le voyez sur l'écran, il est de 13 720 € moins le taux d'invalidité reconnu, multiplié par le taux d'invalidité reconnu moins 33%, le tout étant divisé par 33%. Et puis, il y a la garantie d'essai. La garantie d'essai, c'est un capital complémentaire au capital d'essai versé par la CNBF. Il est de 7 622 € en cas de décès par maladie. Il est de 15 000 € en cas de décès par accident. Et il est de 22 866 € en cas d'accident de la circulation. Il y a effectivement un certain nombre de conditions tenant pour bénéficiaires, mais elles sont assez classiques pour les garanties d'essai, donc elles ne méritent peut-être pas d'être détaillées. Alors, si on fait une synthèse, en cas de maladie, pendant les 60 premiers jours, quand on est collaborateur, on continue à bénéficier d'une rétrocession de collaborateur. Quand on n'est pas collaborateur, ce n'est qu'à partir du 30e jour qu'on est couvert par le contrat E.ON du barreau de Paris, qui prévoit une indemnisation de 76 € par jour, et arrivé au 90e jour et jusqu'au 1095e jour, on touche une allocation de 105 € par jour, c'est-à-dire environ 3 000 €. Ça, c'est pour l'incapacité temporaire. Pour l'incapacité totale, c'est au-delà de 1095 jours. Pardon, excusez-moi, il y a un cas particulier, c'est en cas d'hospitalisation. Là, il n'y a pas de franchise. Et par conséquent, pendant les 2 premiers mois, on touche à rétrocession de collaborateurs à 100% et le cabinet est subrogé dans les droits vis-à-vis d'E.ON et de l'indemnité complémentaire de 76 jours. Et à partir du 90e jour, on continue à recevoir les 105 € par jour. Si on regarde un peu ce qui se passe en réalité, incapacité, plus invalidité, plus CNBF, plus le contrat E.ON, eh bien, en réalité, on a un dispositif qui couvre pendant quasiment du 90e jour jusqu'au 1095e jour, une indemnisation d'à peu près 105 €. Voilà le dispositif. Alors après, vous avez la comparaison des différents régimes. Je ne vais pas les reprendre un à un, mais cette présentation montre quand même que le niveau d'indemnisation constitue un socle. Mais quand on voit comment est calculé le minimum UJA du barreau de Paris pour permettre à un avocat de vivre à Paris, on s'aperçoit que ce montant, qui est grosso modo de 3 000 €, peut s'avérer quand même assez insuffisant. Alors, je pense voilà ce que je voulais présenter et je suis naturellement à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Merci beaucoup, Joël Granger. Alors, déjà des premières questions, Kathleen Moda. Oui, alors, vous avez été nombreux à déjà réagir. Une première question un peu particulière, et là, je l'ouvre. Notamment, il nous est demandé si ce dispositif est également applicable aux avocats qui exercent principalement à l'étranger. Alors, ce régime est effectivement applicable aux avocats qui exercent à l'étranger dès lors qu'ils cotisent au barreau de Paris et qui sont affiliés à la CNBF, naturellement. S'ils ne sont pas affiliés à la CNBF, le régime CNBF ne s'applique pas.
Alors, on a effectivement également d'autres questions. S'agissant du capital d'essai, l'une de nos consoeurs s'interroge notamment sur la différence de ce capital et pour savoir s'il y a une modification qui est prévue pour les partenaires de PACS, puisqu'elle s'interroge sur la différence qui est faite de privilégier les mariés au PACSé. Alors, je dois dire que là, je vais éviter de répondre parce que je n'ai pas la réponse. Donc, je dois dire que j'avais imaginé qu'il y aurait quelqu'un de la CNBF qui nous accompagnerait pour précisément, justement, répondre à ces questions qui sont tout à fait légitimes, mais auxquelles, à titre personnel, je n'ai pas été confronté. Et du coup, je veux pas répondre oui ou non. Je n'ai pas l'impression que la disposition concerne les PACSé dans la mesure où le régime CNBF prévoit précisément les bénéficiaires du capital d'essai et permet, à défaut de désigner, à défaut d'époux, à défaut d'enfants, de désigner les bénéficiaires. Mais je préfère réserver ma réponse parce que je n'ai pas de certitude sur le sujet. Peut-être que d'ailleurs Franck connaît la réponse. Et il y a alors une autre question, mais qui est peut-être une question auquel je crois on s'attendait tous et auquel la profession travaille et retravaille et continue de travailler, ce sont les fameux délais de carence qui sont applicables, et notamment l'un de nos confrères s'interroge sur la durée du délai de carence et pourquoi on a des délais de carence qu'il qualifie d'importants. Alors, la réponse, elle est effectivement qu'à plusieurs reprises, en tout cas le barreau de Paris s'est interrogé sur l'application du délai de carence de 30 jours et a examiné les conditions dans lesquelles éventuellement ce délai de carence pourrait être réduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, les assureurs considèrent que réduire le délai de carence accroîtrait considérablement le montant des cotisations à payer. Bon, en ce qui concerne la CNBF, je ne crois pas que la CNBF ait réfléchi à la réduction du délai de carence parce que dans la mesure où la plupart des ordres ont prévu un dispositif pour réduire le délai de carence, elles ne sont pas vraiment concernées. Et en ce qui concerne les ordres, il faut savoir que la réduction du délai de carence entraîne une hausse très significative du coût du contrat. Et c'est pour la raison pour laquelle, en tout cas l'année dernière, je dois dire, je ne suis plus membre du Conseil de l'ordre, je ne sais pas si ce sujet a été réévoqué depuis le début de l'année, mais en tout cas l'année dernière, il avait été examiné et on n'avait pas abouti à une conclusion parce que ça aurait entraîné un surcoût important des cotisations. À ma connaissance, c'est encore en cours de réflexion et justement, c'est tout l'intérêt de la présentation qui va nous être faite par Vincent Patrimonio et Christine Salfranc de la SCB, puisque une des questions qui nous est posée est quid des autres barreaux. Alors, AON concerne le barreau de Paris, le barreau de Lyon et le barreau des Hauts-de-Seine, mais tous les autres barreaux de métropole et d'outre-mer sont quant à eux affiliés au titre du régime complémentaire par la SCB. Donc, une des questions, et Vincent Patrimonio, auquel je sais que vous avez d'ores et déjà prévu de répondre, c'est la LPA continue-t-elle de tenter de réduire le délai de carence de 15 jours en cas de maladie? Ce délai est inacceptable, nous écrit notre auditeur ou auditrice, dans notre pays par rapport aux autres régimes. Merci Vincent Patrimonio de nous présenter donc le régime complémentaire de la SCB. Pardon, excusez-moi, si je peux juste répondre, je crois que sur les PACSé, il y a déjà des demandes qui sont faites de la CNBF et Monsieur Gilles Notte, directeur de la caisse CNBF, effectivement, indique que c'est en cours de demande de rectification. La CNBF demande à ce qu'il y ait une évolution sur le décès capital. Je me permets, j'ai mis sur le fil la réponse. Merci à Gilles Notte, directeur de la CNBF, directeur général de la CNBF, de nous apporter la réponse. Merci beaucoup, Vincent Patrimonio. Oui, bonjour à tous et merci au CNB de nous permettre
d'intervenir. Alors, en l'occurrence, Christine Salfranc et moi pour la Société de courtage des barreaux, intervenons à la demande de Patrick Redon, le président délégué de la prévoyance des avocats. Et j'ai tenté de faire un partage d'écran. Peut-être avez-vous la possibilité de me dire s'il a fonctionné. C'est bon. Donc pour cette présentation, il me reste à animer le support. Donc la prévoyance des avocats que Christine Salfranc va vous présenter dans son historique et son fonctionnement, avant d'aborder les garanties qui sont effectivement celles pendantes des garanties qui ont été présentées par Maître Granger pour la CNBF et le complément pour les avocats des barreaux autres que Paris, Lyon et les Hauts-de-Seine. Christine, je te passe la parole. Je pense que ça fonctionne. Oui. Vous m'entendez ? Donc, la prévoyance des avocats a été créée et gérée aujourd'hui toujours par la profession d'avocat. Elle a été créée en 2006 et ça a été l'unanimité de la profession à l'époque pour créer cet organisme qui puisse éventuellement, dans l'objectif de combler les fameux 90 jours d'arrêt de travail non pris en charge par la CNBF. C'est une association souscriptrice, loi 1901, qui est gouvernée par un conseil d'administration dans lequel sont représentées à la fois les institutions de la profession et les avocats affiliés. Donc, le président statutairement est le président de la conférence des bâtonniers. Et donc, aujourd'hui, c'est le bâtonnier Bruno Blanquer. Et il y a un président délégué, actuellement le bâtonnier Patrick Redon, ancien bâtonnier du barreau du Val d'Oise. Le LPA, donc, aujourd'hui, c'est 160 barreaux, sauf donc Paris, Lyon et Hauts-de-Seine. Elle souscrit pour le compte des barreaux des contrats d'assurance, de prévoyance et de retraite complémentaire. Et pour souscrire et négocier avec les assureurs, la LPA s'est adossée du courtier, l'autre outil technique de la profession, qui est la Société de courtage des barreaux, qui est le courtier captif de la profession. Et donc, on négocie, la SCB négocie pour le compte de LPA des produits d'assurance, toujours pour répondre aux demandes des avocats avec leur spécificité dans l'exercice de leur profession. Et voilà. Au niveau, l'importance dans la création de LPA, puisque c'était le régime pour combler, voire compléter celui de la CNBF, il y a eu la mise en place d'un guichet unique qui facilite les démarches des avocats, puisqu'aujourd'hui, vous êtes en arrêt de travail, vous déposez votre dossier auprès de LPA, et dès lors qu'on obtient un arrêt de travail qui va dépasser les 90 jours, automatiquement, nous le transmettons à la CNBF, qui permet une continuité dans l'indemnisation et éviter à l'avocat qui n'a pas forcément, en étant en arrêt de travail, la tête dans les papiers, de se dire j'ai atteint mes 90 jours, il faut que je repense à tout retransférer à la CNBF. Donc, c'est vraiment une simplicité dans la démarche pour les arrêts de travail entre LPA et la CNBF. Et donc, on a mis en place, dans le cadre de ce guichet unique, un numéro unique pour lequel vous pouvez avoir à la fois le service pour la demande d'information sur les prestations, sur l'information et la souscription des garanties, puisque nous pouvons, LPA a également négocié des contrats individuels pour couvrir la prévoyance, pour compléter la prévoyance et couvrir la santé. Et puis, vous avez également l'accès direct avec la CNBF
pour avoir toutes les informations sur la retraite. Merci beaucoup, Christine. Pour présenter les garanties souscrites par LPA, on va se limiter aux garanties de ce qu'on appelle le régime de base, un régime qui, comme celui du barreau de Paris, vient s'articuler avec la couverture de la CNBF. Et donc, on ne présentera que le régime de base parce que parmi les 160 barreaux adhérents de LPA, la plupart ont complété le régime de base par des garanties visant à renforcer soit pour le décès, soit pour l'incapacité, soit pour l'invalidité, soit pour la parentalité. Donc, à l'occasion de ce webinaire, effectivement, on ne peut pas rentrer dans le détail des garanties collectives mises en place par chacun des barreaux membres de l'LPA. On va se limiter aux garanties de base. Donc, pour les avocats de ces barreaux, le plus simple pour prendre connaissance des garanties dont vous bénéficiez, pour les avocats libéraux, c'est de vous rapprocher de votre barreau qui pourra mettre à votre disposition un tableau qui détaille toutes vos garanties, ou bien vous contactez LPA. Voilà, vous avez ces deux possibilités, mais effectivement, ce que je vais vous présenter ici avec Christine, ce n'est que le régime de base. Donc, de la même façon que Maître Granger le présentait tout à l'heure, on a sur la partie droite le rappel des garanties du régime de la CNBF. Je n'y reviendrai pas puisqu'il a été parfaitement décrit. Ce régime qui ne se déclenche qu'à partir du 90e jour. Et donc, dans la colonne du milieu, vous avez le récapitulatif des garanties du contrat d'assurance collectif souscrit par LPA pour l'ensemble des avocats membres des barreaux adhérents de LPA. Ce régime couvre donc l'arrêt de travail, l'incapacité temporaire, couvre l'invalidité permanente partielle qui n'est pas couverte par la CNBF, complète la couverture de la CNBF sur l'invalidité permanente totale, prévoit également un forfait en cas de mi-temps thérapeutique pour 9 pathologies, on les verra tout à l'heure en détail, comporte un forfait au bénéfice des avocats en cas d'accouchement et un forfait supplémentaire en cas de naissance ou d'adoption. Ce sur quoi je veux insister sur cette diapositive, c'est la mise en place d'un numéro de soutien psychologique qui a été décidé par la LPA depuis plusieurs années, puisque malheureusement une bonne partie des arrêts de travail des avocats sont consécutifs à des cas de surmenage, pour utiliser le terme français. Ce numéro de téléphone, c'est un numéro d'écoute et de soutien totalement anonyme et à la disposition de tous les avocats ou même de leurs proches. Donc un numéro qui mérite d'être connu. Voilà, pour simplement une anecdote, il m'est arrivé de voir dans le vestiaire d'un barreau, on avait fait une affiche pour présenter ce numéro d'appel et un avocat avait annoté sur l'affiche d'enregistrer ce numéro dans les favoris. Voilà. C'était simplement l'anecdote. Et je pense, Christine, pour revenir sur chacune des prestations, c'est toi qui prend le relais. C'est quelque chose qu'on a déjà dit. Donc, oui. Au niveau du décès, donc, comme vous l'a déjà expliqué Maître Granger, donc le régime de LPA ne prévoit pas, lui, de capital décès. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de barreaux ont décidé, en souscrivant un contrat complémentaire, de prendre cette garantie pour compléter le capital décès de la CNBF.
Et la grosse différence, puisque nos contrats sont régis par le Code des assurances, contrairement au régime de la CNBF qui est régi par le Code de la sécurité sociale, les assurés ont la possibilité de choisir leurs bénéficiaires. Donc, de ce fait, même si c'est un contrat collectif barreau, ils peuvent néanmoins désigner leurs bénéficiaires. Voilà. On va passer dans le détail des différentes prestations. Christine, je vais te laisser l'expliquer. Avant de te passer la parole, simplement un petit rappel historique, c'est que 90 € par jour, le montant de l'indemnité journalière, c'est assez récent. Pour la CNBF, ça a été donc décidé à compter du 1er janvier 2022. Le conseil d'administration et l'Assemblée générale de LPA ont décidé d'aligner le montant de l'indemnité journalière du contrat à 90 jours également. Voilà, ça a été voté. Bon, on peut penser que c'est une sage décision parce que précédemment c'était 61 €, 61 € qui était très exactement, pour ceux qui l'ont connu, 400 francs. Hein, donc autant dire que ça n'avait pas été révisé depuis 25 ans. Donc là, Christine, je te laisse présenter un exemple. La particularité du régime LPA, c'est que depuis 2019, il a été fait le choix d'harmoniser le délai de carence. Le délai de carence du contrat de base LPA précédemment était de 30 jours en cas de maladie, 8 jours en cas d'accident, abrogé en cas d'hospitalisation, comme c'est le cas à Paris aujourd'hui. Il y a eu un grand débat et un vote au sein de l'Assemblée générale de LPA pour déterminer une durée unique de carence de 15 jours. Alors, il y a également eu des réflexions au sein de LPA pour voir quelles étaient les possibilités de réduire cette carence à 10, 5 ou 5 jours. La conclusion a été la même que celle du barreau de Paris, c'est que l'incidence sur les cotisations est très 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 élevée. Et voilà, ce n'était pas forcément envisageable de financer un régime, en tout cas de conserver un régime équilibré avec des franchises très réduites. Le dossier sera encore étudié à l'avenir. Voilà, mais c'est la particularité effectivement d'avoir harmonisé en partant du principe que un avocat qui est en arrêt de travail n'a pas une perte d'exploitation immédiate. Il y a un décalage entre l'exercice de la prestation, entre la prestation de service et l'encaissement des honoraires, qui fait qu'en théorie l'avocat peut tenir 15 jours. Voilà, à la différence d'un chauffeur de taxi ou d'un coiffeur qui a une perte immédiate dès le jour de son arrêt de travail, ce n'est pas forcément le cas d'un avocat. Donc l'intérêt économique d'une franchise beaucoup plus courte n'est pas forcément en adéquation avec la réalité du risque. Christine, je te laisse poursuivre pour l'exemple chiffré. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur un arrêt de travail de 120 jours pour raison maladie, donc le gestionnaire va verser 90 € par jour sous déduction de la franchise sur les 90 premiers jours, ce qui fait que l'avocat percevra 6 750 € sur cette période-là. Et à compter du 91e jour, donc ce n'est plus LPA qui versera, mais la CNBF qui complétera, ce qui fait que le total d'indemnisation sur un arrêt de travail de 120 jours est de 9 450 €, plus éventuellement les garanties que les avocats auront souscrit à titre individuel. Donc là, c'est 9 450 € pour 120 jours. Donc, à réfléchir de savoir si ces montants-là peuvent éventuellement suffire. Concernant l'arrêt de travail de longue durée, il est important d'envisager l'omission pour raison de santé. L'omission pour raison de santé, elle est demandée par l'avocat auprès de
du bâtonnier et qui doit être prononcé par le Conseil de l'ordre. Le gros avantage, et j'insiste sur le motif, c'est-à-dire omission pour raison de santé. Le gros avantage, quand elle est prononcée dans ce cadre-là, c'est que l'avocat ne va plus payer ses cotisations. Pour la CNBF, il y a un double avantage. Non seulement les cotisations cessent, mais en plus, la CNBF va valider à l'avocat les trimestres sur la retraite de base alors qu'il n'y a pas de cotisation payée. Et pour la sécurité sociale, donc pareil, les cotisations cessent et elles seront dues évidemment au prorata par trimestre en fonction de la date d'arrêt de travail. Et pour les ordres, sauf accord particulier, les cotisations pour l'année en cours restent dues. De même pour les impôts sur le revenu et la TVA. Autre chose importante dans le cadre d'une omission pour raison de santé, c'est de la faire prononcer après 90 jours d'arrêt de travail, tout simplement parce qu'il faut au moins qu'il y ait une journée d'indemnisation de la part de la CNBF, puisque les 90 jours correspondant à la franchise de la CNBF n'ouvriront pas, puisque la CNBF ne sera pas intervenue, il n'y aura pas validation de ce premier trimestre. Donc, pour éviter de perdre la validation de ce premier trimestre depuis la date d'arrêt de travail, il est important de le faire au-delà des 3 mois. Voilà. Et donc, pareil, j'apporte une information à l'ensemble des avocats parce que souvent, ils ne le savent pas, mais la CNBF est dotée d'un assistant social diplômé d'État soumis évidemment au secret professionnel et avec qui vous pouvez échanger. L'entretien que vous pourrez avoir avec lui, les échanges écrits, bien évidemment, ne seront communiqués à personne d'autre, pas même au directeur de la CNBF, sous couvert donc de ce secret professionnel des assistants sociaux. Et c'est vraiment quelqu'un de très disponible. Donc, si un avocat a une quelconque difficulté, Monsieur Otala est à sa disposition. C'est pour ça que je vous ai mis ses coordonnées téléphoniques et mail. N'hésitez pas à le contacter. Puisque la CNBF a un service social qui permet de venir en aide aux avocats. Ce n'est pas que pour les retraités, c'est aussi pour les avocats actifs. Et il y a un service social vraiment très compétent à la CNBF. Donc, on était sur le risque d'arrêt de travail, on passe au risque d'invalidité. Donc là, on est arrivé au bout des 3 années de prise en charge par le régime LPA plus CNBF. Là, pardon, j'ai été trop vite. Là, on n'est pas sur la validité permanente totale, pardon, sur la validité permanente partielle, qui n'est effectivement pas prise en charge par la CNBF, mais qui est prise en charge par la prévoyance des avocats. En fonction d'un taux d'invalidité compris entre 33 et 66%. L'exemple que l'on a pris ici, c'est d'un taux d'invalidité permanente partielle de 40%. La pension d'invalidité au titre du contrat LPA sera de 2910 euros. Et effectivement, comme on est dans un cas d'invalidité partielle, l'avocat ne bénéficiera pas du régime CNBF d'invalidité totale. Christine, je te laisse reprendre sur la garantie LPA. Donc, la garantie LPA, au bout de 1095 jours d'arrêt de travail, la CNBF va basculer l'avocat en principe en rente d'invalidité, sauf s'il a atteint les 62 ans, puisque c'est l'âge minimal légal pour liquider ses droits à retraite. Donc, dès lors qu'il n'a pas atteint 62 ans, la CNBF le bascule en invalidité et là, le contrat LPA suit la décision de la CNBF. Il n'y a pas d'expertise médicale, contrairement à l'invalidité partielle. La validité permanente totale
pour LPA, ça suit la décision de la CNBF. Donc, évidemment, c'est une rente qui va se substituer aux indemnités journalières et elle est calculée selon l'ancienneté. Vous avez une rente qui peut varier une rente annuelle qui peut varier entre 16 947,56 et 20 347,70 par an, tout confondu, c'est-à-dire la rente à validité versée par la LPA plus celle versée par la CNBF. Ce qui fait au total, par mois, dans le pire des cas, c'est 1 412,30 € et dans le meilleur des cas, c'est 1 695,64 €. Donc là, pardon Christine, là on est bien sur les chiffres cumulés LPA plus CNBF. Oui, cumulé LPA CNBF. Ce qui vous permet de voir est-ce que 1 412 € ou 1 695 €, ça vous suffit pour maintenir vos revenus tels que vous les aviez lorsque vous étiez actif. Bon, je crois que la réponse est assez évidente. Le mi-temps thérapeutique du régime LPA, du régime de base LPA. Donc, c'est une garantie qui a été mise en place il y a plusieurs années qui permet de percevoir un forfait par période et en fonction de la pathologie. Aujourd'hui, le contrat LPA prévoit 9 pathologies et c'est un forfait qui est cumulable avec l'activité. C'est-à-dire que là, l'avocat, il est en activité et malheureusement, en raison de sa pathologie, il va avoir j'allais dire, un mode de fonctionnement un peu au ralenti. Et c'était un petit peu pour compenser ce ralentissement dans l'exercice de sa profession. Voilà. Et on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de la profession en créant la prévoyance des avocats, c'est de simplifier les démarches des avocats et dans le cadre d'un guichet unique. Voilà, ce qui peut vous être très utile, c'est le site internet qui a été mis en place pour cela, le site La Prévoyance des avocats, laprévoyance.org, pardon, sur lequel l'avocat qui a besoin de prestations parce qu'il est en arrêt de travail, ou l'avocate qui vient d'avoir un enfant, ou l'avocat qui vient d'adopter un enfant, pourra trouver à la fois l'information et les formulaires de prise en charge d'arrêt de travail, avec, comme le disait tout à l'heure Christine, l'avantage du guichet unique de transmission automatique de LPA vers la CNBF si l'arrêt de travail dure au-delà de 90 jours. Voilà. Et puis donc LPA, c'est effectivement des contrats collectifs mis en place par les barreaux adhérents. Le grand intérêt des contrats collectifs, il faut le souligner, le régime de la profession est un régime solidaire. Et ce contrat collectif fait en sorte que tous les avocats bénéficient de la même prestation, sans aucune sélection médicale, à la différence des contrats individuels pour lesquels naturellement l'assureur va adapter son tarif et même parfois le fait d'accorder sa garantie ou non en fonction de critères de sélection, de questionnaires de santé ou d'examens médicaux. Donc voilà, pour nous, effectivement, les mécanismes collectifs de protection sociale des avocats sont vraiment un outil très très particulier, propre à la profession, géré par la profession, avec le soutien d'organismes techniques en tant que courtier, mais la prévoyance a également un actuaire qui suit l'évolution et l'équilibre du régime depuis plus de 15 ans, ce qui permet d'avoir toutes les données de prestations servies et de vraiment pouvoir négocier pied à pied avec les assureurs en les remettant en concurrence régulièrement. Donc, sur le site de la prévoyance, vous trouverez également les contacts dans l'hypothèse où vous souhaiteriez connaître en détail les garanties dans votre barreau
ou réfléchir à la possibilité d'une garantie complémentaire. Alors, une garantie de prévoyance complémentaire, est-ce nécessaire? Je crois que Christine a posé la question tout à l'heure. On a vu les montants annuels et mensuels des rentes d'invalidité. C'est quand même, bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est à peine le minimum pour vivre. Sur l'indemnité journalière, le passage de 61 € à 90 € par jour a quand même bien optimisé la couverture. Est-ce que 2700 € en moyenne suffisent pour maintenir son rythme de vie ou en tout cas son activité? Je ne veux pas empiéter sur l'intervention de Franck Dimarski, mais dans cette réflexion, il faut vraiment penser non seulement en fonction du maintien de son revenu net, mais de son besoin de financement de revenus bruts. Dans une période d'activité, tout ce que vous facturez, que vous encaissez, va permettre de faire face à des charges fixes, à des charges variables et de dégager pour vous un résultat net. Dans l'arrêt de travail, naturellement, on encaisse encore un peu. On a vu que c'était aussi la logique de la période de carence, puisque les encaissements vont encore venir un petit peu. Par contre, le besoin de financement, il va falloir le calculer en fonction non seulement du revenu net que l'on veut conserver, mais surtout aussi des charges fixes qui vont continuer à courir malgré l'arrêt de travail. Donc, vraiment, il faut quantifier son besoin de financement, connaître les garanties dont on bénéficie, donc le régime de base de la CNBF, éventuellement les compléments mis en place par les barreaux et le régime de base que l'on vient de décrire, et puis donc calibrer sa protection sociale en fonction de sa situation, le réviser régulièrement parce qu'effectivement, quand on met en place sa protection sociale, l'activité peut évoluer et c'est des choses qu'il faut revoir assez souvent. Non seulement il faut l'adapter en fonction de son activité professionnelle, mais il faut aussi l'adapter en fonction de la composition de son foyer, en réfléchissant effectivement à la fois sur la garantie de perte de revenus, sur le risque d'essai, sur les garanties de rente éducation, les frais généraux permanents et éventuellement les rachats de parts entre associés. Voilà, donc merci encore au CNB de nous avoir permis d'évoquer ces points-là. Je suis conscient que c'est très très court par rapport aux questions que vous pouvez vous poser, mais nous restons donc à votre disposition et à votre écoute. Oui, donc parmi les questions qui ont été posées, on en a eu un certain nombre pendant votre exposé. Alors, certaines, je pense, ont été en partie répondues, mais je pense que c'est important de le redire. En cas de maladie ou d'accident, à qui le confrère s'adresse pour pouvoir déclencher les différentes indemnisations? Il doit tout simplement adresser les documents auprès de LPA. L'avocat, je l'invite à... Je vous entends très mal. J'invite l'avocat à aller sur le site de la prévoyance, la prévoyance.org qu'on vous a mis tout à l'heure dans les slides. Là, il va retrouver l'ensemble des formulaires dans lesquels il y a l'adresse directe du gestionnaire. Il envoie l'ensemble de ces documents directement auprès du gestionnaire de LPA. Et pour AON, mais pour AON, c'est exactement le même principe. Hein, on va auprès des autres. Et donc, en fait, dès lors que comme la CNBF vient après, il y a un transfert qui est fait et donc on continue à produire ces éléments auprès des différents prestataires. Une autre question qui est intéressante et qui revient peut-être parce que certains confrères ont été informés des débats qu'il y a pu y avoir l'année dernière. Une consoeur nous interroge pour savoir s'il y a des indemnités journalières qui sont versées par la Sécurité sociale en cas de maladie et avec un délai de carence de 3 jours. Alors, peut-être que je peux répondre, puisque c'est effectivement une question politique qui a été posée notamment au CNB.
Souvenez-vous, effectivement, l'année dernière, un certain nombre de professions libérales ont demandé à entrer dans le régime général et donc à bénéficier des indemnités journalières au même titre que les salariés, et donc avec un délai de carence de 3 jours. Alors, il faut faire très attention puisque les avocats n'étaient déjà pas dans la même situation que ces autres professions libérales et ces autres indépendants, puisque contrairement à eux, nous avions déjà des dispositifs qui existaient, puisque vous l'avez compris, les différents barreaux, et que ce soit les barreaux affiliés à AON ou à LPA, vous permettent de bénéficier effectivement de bénéficier déjà d'indemnités journalières bien avant. Vous avez vu, il y a des délais de carence qui n'existent pas dans certains cas, etc. Mais en tout cas, nous, sur les 3 premiers mois, contrairement aux autres indépendants, la profession avait déjà mis en place un certain nombre de choses. Il se trouve que la question s'est effectivement posée de savoir est-ce que les avocats voulaient basculer dans ce régime général ou pas. Sauf que le montant des indemnités journalières n'était absolument pas le montant des prestations qui vous ont été présentées aujourd'hui, et que lorsque l'on comparait finalement cette indemnisation, quand bien même on bénéficiait d'un délai de carence beaucoup plus court et donc du versement d'indemnités journalières plus tôt, il s'avérait que à la longue, c'était des systèmes qui étaient largement défavorables, en tout cas, et notamment pour les plus faibles revenus. Donc, c'est effectivement, je pense que la question qui est posée est en lien effectivement au débat qu'il y a eu l'année dernière. Et donc, nous, la profession ayant déjà des dispositifs en place, je pense que vous avez compris, sur une philosophie où c'est la profession qui gère vraiment l'indemnisation des 90 premiers jours, mais aussi des jours suivants via la CNBF. Et donc, aujourd'hui, nous, on ne dépend pas de ce régime général de la sécurité sociale. Parmi les autres questions qui sont posées, nous avons notamment, alors là en l'occurrence c'est s'agissant du délai de carence de 15 jours, mais je pense que c'est une question qui pourrait s'appliquer que ce soit, on va dire, le délai de carence, en tout cas que ce soit des barreaux qui soient affiliés à AON ou à LPA. Est-ce que les arrêts doivent être continus ou peuvent-ils s'additionner sur l'année, même avec des périodes de tentative de reprise? Donc, je pense, pour reformuler, c'est est-ce qu'on recommence des délais de carence à chaque fois ou pas? Alors, concernant LPA, mais AON, c'est le même principe. Il faut que au début, l'arrêt de travail soit continu. Il faut pour appliquer les 15 jours, c'est-à-dire qu'il faut au moins que l'avocat soit en arrêt de travail au minimum 16 jours pour percevoir. Dès lors qu'il a passé le cap, si jamais il devait reprendre son activité dans un délai de mémoire, c'est 6 mois. À ce moment-là, on considère ça comme une rechute, et donc on va l'indemniser sans pour autant lui appliquer la franchise des 15 jours. Mais au départ, il faut au moins que ce soit en continu et que ça dépasse les 15 jours. Si on a un arrêt de travail que de 8 jours, il n'y a pas d'indemnisation. Et en revanche, pour la CNBF, le délai, il faut vraiment qu'il y ait, pour pouvoir basculer au bout des 90 jours, basculer à la CNBF, il faut vraiment que l'arrêt de travail soit 90 jours continu. S'il n'est pas continu sur les 90 jours, la CNBF n'interviendra pas. Et en revanche, au-delà du 91e jour, la CNBF peut indemniser sans pareil réappliquer la franchise des 90 jours. Dès lors qu'il y a, pareil, l'avocat reprend un peu, et dès lors que la reprise se fait dans l'année. Oui. Vous entendez, là ? Oui. Alors, je propose que nous poursuivions maintenant sur la parentalité
que Kathleen Medin nous présente la protection en matière de parentalité. Oui, alors l'idée, c'est de refaire un point, effectivement, alors, sur une période plus gaie, hein, parce que jusqu'à présent, on a parlé de maladie, on a parlé de décès. Là, on va parler d'un événement plus heureux, mais qui, au demeurant, conduit à des arrêts de travail. Et il faut un petit peu anticiper quand même ces périodes. Alors, je vais à mon tour voilà, normalement partager mon écran pour que vous puissiez avoir ces éléments. L'idée, c'est vraiment de vous donner les grandes bases, puisque après, sur les dispositifs plus spécifiques, vous verrez, il existe un certain nombre de choses quand même. Le cas échéant, on pourra revenir sur les éléments. Alors, si juste, voilà, mon document veut bien fonctionner, c'est parfait. Et je me permettrai d'interpeller, le cas échéant, Christine Salfranc pour qu'elle puisse compléter aussi, puisque vous verrez, la particularité, c'est que on va faire intervenir dans le cadre de tout ce qui est parentalité et la protection, différents acteurs, vous allez le voir, et cette fois-ci, la CPM en premier lieu, la caisse d'allocation familiale, et puis, les organismes dont dépendent nos barreaux, que ce soit AON d'un côté ou que ce soit LPA de l'autre. On a un certain nombre de dispositifs aujourd'hui. On a un congé maternité, on a un congé parentalité, on a un congé d'adoption. On vous propose de particulièrement parler de ces 3 congés aujourd'hui. Il y a également d'autres congés sur lesquels on évoquera très rapidement, mais on a préféré faire un focus au vu de la masse d'informations qu'on vous transmet aujourd'hui. Voilà, vraiment faire un focus sur ces 3 congés. Le congé maternité, c'est une très bonne nouvelle, mais avant le congé, il faut bien prendre conscience qu'on va avoir un certain nombre alors je dis honte, je me sens un peu concernée pour l'avoir déjà fait à plusieurs reprises, mais effectivement, on va avoir un certain nombre de formalités à accomplir assez rapidement et dès le constat médical de grossesse. La grossesse est constatée et donc il va y avoir une déclaration à faire. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, les temps modernes sont arrivés jusqu'à nous et désormais, généralement, c'est le médecin ou la sage-femme au moment du premier examen prénatal qui va télétransmettre directement à la CPM et à la CAF votre déclaration médicale de grossesse, votre constat médical de grossesse. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est un peu révolutionnaire avec cette ce côté un peu immédiat de la déclaration. Dans certains cas, sinon, on va rester, le médecin ne serait pas équipé pour une raison X ou Y, vous allez revenir à une déclaration papier et dans ce cas-là, c'est vous qui la ferez effectivement auprès de la CPM et de la CAF. À faire dans les 3 mois, oui. Pourquoi? Alors, au-delà, c'est pas tant une obligation légale, mais surtout, vous allez le comprendre, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en place, et notamment de mécanismes indemnitaires. Et donc, il faut laisser le temps aux différents organismes de prendre en compte votre déclaration de grossesse. La CPAM, lorsqu'elle va recevoir votre déclaration de grossesse, va en prendre note, va ouvrir son dossier et va vous transmettre un très beau formulaire, ou en tout cas toute une note d'information. Alors, je l'ai reprise avec moi, c'est téléchargeable sur le site. Grosso modo, c'est les démarches les démarches en cas de maternité pour les femmes chefs d'entreprise. Vous avez aujourd'hui des dispositifs spéciaux
Et puis au-delà de ces déclarations de grossesse auprès de la CPM et de la CAF, l'autre pan, ça va être de déclarer, et là, comme ça, je vais pouvoir déjà transmettre, faire intervenir Christine, effectivement, auprès des organismes assureurs, qui eux aussi, vous allez le voir, vont intervenir dans le cadre de l'indemnisation de votre congé. Si vous voulez dire quelques mots sur les démarches administratives, Christine. Alors, pour LPA, ça sera vraiment de la naissance, forfait accouchement ou pour le forfait naissance-adoption. En revanche, pour le contrat parentalité, ça sera dès lors que l'avocat va partir en congé maternité ou maternité. Donc, avant, et on verra effectivement les délais qui sont pris. Alors, n'oubliez pas, même si ce n'est pas totalement de la protection sociale, mais n'oubliez pas les étapes aussi, bien évidemment, de l'annonce au cabinet. Nous allons en reparler, mais sachez qu'effectivement, lorsque vous êtes collaborateur libéral, eh bien, vous bénéficierez d'un maintien de votre rétrocession d'une part, bien évidemment d'un congé d'autre part, et vous verrez, on sera dans des cas un peu particuliers où le collaborateur va rembourser une partie des sommes qu'il touche auprès du cabinet. C'est aussi le temps, le cas échéant, pour organiser son activité et anticiper ce congé maternité, le cas échéant lorsqu'il y a besoin de prendre un administrateur, mais même, on le sait, il faut, plus on anticipe, plus cette période pourra être profitable, car l'idée c'est de bénéficier véritablement d'un congé et donc d'un arrêt. Alors, je me permets de le préciser, mais ça reste important. Lorsque l'on parle d'arrêt, cela veut dire que l'on ne travaille plus et donc on ne facture plus. Ça fait bien évidemment, c'est une des conditions de l'obtention des indemnités journalières. Ça va mieux en le disant. S'agissant donc du congé maternité, la durée de ce congé va dépendre de la situation de la mère. Donc, peu importe qu'on soit avec une avocate qui soit collaboratrice, qu'elle soit installée ou qu'elle soit associée. C'est en cela qu'on a indiqué que c'était tout statut confondu. Mais ça va dépendre si c'est son premier ou son deuxième enfant. Donc là, c'est un congé de 16 semaines qui se répartit 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après. Lorsque elle donne naissance à son troisième enfant, là, le congé est rallongé. Vous le voyez, c'est 26 semaines. Et lorsque elle donne naissance lorsque c'est une naissance multiple, là aussi, on a des durées qui sont beaucoup plus importantes. Ce qui est également important, c'est de voir les conditions. Donc, au-delà de cette durée du congé, il y a une condition sur laquelle vraiment j'attire votre attention pour bénéficier des prestations. Donc, vous allez voir, les prestations, vous avez d'abord ces fameuses indemnités journalières qui sont versées par la CPAM. Pour pouvoir en bénéficier, il faut d'abord justifier d'une condition minimale de durée d'affiliation. Et donc, c'est au moins 10 mois d'affiliation. Concrètement, c'est-à-dire que la collaboratrice qui qui accoucherait juste alors qu'elle vient de prêter serment ne serait pas sur ce régime d'avocat, puisqu'elle ne justifierait pas de ces fameux 10 mois. Et surtout, et là aussi j'attire votre attention, mesdames, à bien faire attention, puisque lorsque tout va bien, on est plutôt en forme et on n'a pas vraiment l'habitude de s'arrêter, donc on essaye de s'arrêter le plus tard possible. Attention, attention, puisque vous avez une durée minimale d'arrêt de travail avant l'accouchement, qui est une durée de 14 jours. Donc, il faut que vous puissiez justifier d'un arrêt délivré par votre médecin ou par la sage-femme qui vous suit,
qui démarre au moins 14 jours avant la date présumée d'accouchement. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qui sont importants parce que quand on a tendance à être très en forme, on va tirer au maximum et si on oublie cette petite condition, on se retrouve en difficulté pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières. Ça, c'est vraiment un point. Alors, sur le montant, on n'est pas sur des indemnités, voilà, on est sur un montant de 56,35 € par jour. Et puis, vous avez vous allez pouvoir bénéficier d'autres prestations. Ces prestations, c'est d'abord une autre prestation versée par la CPAM, à savoir l'allocation forfaitaire de repos maternel. Cette allocation, elle est versée en 2 fois, un montant forfaitaire de 1 714 €. Une première fois au 7e mois de grossesse, qui correspond en fait bon an mal an au début du congé maternité, et une deuxième prime à hauteur du même montant au moment de la naissance. Vous bénéficierez également d'une exonération de cotisation CNBF pendant la durée de votre congé. Et ensuite, et là je vais relaisser la parole à Christine, effectivement, va se poser la question de la prime naissance et des indemnités supplémentaires. Donc, concernant la prime naissance, l'avocat dispose de 2 mois à compter de la naissance pour vous adresser l'ensemble des justificatifs. Généralement, il nous faut copie de la pièce d'identité de l'avocat, l'extrait d'acte de naissance de l'enfant et un RIB. Concernant pour les avocats dont les barreaux ont souscrit chance parentalité, là, les avocats doivent nous adresser, ils disposent, je vous entends très très mal, j'ai que des échos. Nous vous entendons bien. Bon. Et on ne parle pas. D'accord. Donc, concernant le chance parentalité, donc là, c'est dès lors que l'avocat part en congé, que ce soit congé maternité ou paternité, là, c'est le délai à partir de là qui est de 42 jours pour nous adresser l'ensemble des justificatifs. Et en particulier, les justificatifs, c'est notamment de bénéficier des indemnités journalières de la CPAM, que nous devons avoir la certitude que l'avocat a suspendu son activité pour percevoir les indemnités journalières prévues par le contrat chance parentalité. Le fait, à titre un peu concret, d'anticiper aussi cet arrêt et de bien remplir les différentes formalités, notamment du départ. S'agissant donc du forfait naissance, voilà, on l'a remis, je passe et on vous remet l'adresse internet correspondant. Je me permets également d'attirer votre attention sur certaines difficultés que des consoeurs ont pu rencontrer dans le cadre de l'indemnisation de leur congé maternité avec certaines caisses primaires d'assurance maladie qui les ont considérées notamment comme des collaboratrices salariées et donc comme des collaborateurs de chefs d'entreprise. Et donc se sont totalement trompés de statut et refusé de les indemniser. Sachez qu'on a été alerté notamment l'année dernière par plusieurs consoeurs et que le CNB s'en est saisi, que nous avons eu l'occasion de rencontrer la Caisse nationale d'assurance maladie qui, bien évidemment, a
confirmé que ça n'était absolument pas une volonté nationale ou quoi que ce soit, mais en revanche des dysfonctionnements sur certaines CPAM locales et qu'il convenait justement de faire remonter au maximum les informations et que bien évidemment il n'était pas question d'exclure des collaboratrices avocats du bénéfice des indemnités journalières. Je me permets d'attirer votre attention puisque la commission collaboration du CNB s'est largement saisie et continue à suivre et à faire remonter le cas échéant auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie les éventuels dysfonctionnements et que nous avons mis effectivement en place notamment une adresse email pour faire remonter ce type de difficultés. Donc, véritablement, soyez persévérante, mais aussi sachez que voilà, le CNB a pris la mesure de certaines de ces difficultés et peut non pas traiter votre situation personnelle, mais en tout cas veiller à ce que les CPAM ne dysfonctionnent pas au moment du versement des indemnités. Autre congé, c'est le congé parentalité d'accueil du jeune enfant. Donc, sont concernés le père avocat, le conjoint avocat de la mère, la personne avocate liée à la mère par un PACS et le concubin, concubine de la mère. Vous verrez que là encore, le principe est que la durée du congé dépend du fait de savoir si c'est une naissance simple ou une naissance multiple, donc entre 4 et 5 semaines, que ce congé peut être fractionné et donc tout d'abord c'est un congé de 7 jours consécutifs à compter de la naissance de l'enfant et que les jours restants peuvent être fractionnés. L'avocat peut décider de les regrouper, mais cela peut être effectivement fractionné en 3 périodes d'au moins 1 semaine chacune. Attention cependant, ce congé doit être pris dans les 6 mois de la naissance. Et là encore, ce congé, même principe, il y a un maintien de la rétrocession des collaborateurs et reversement des indemnités journalières de la CPAM. Donc, ces indemnités sont, vous voyez, sont de 56,35 €, à savoir le même montant, vous l'avez peut-être remarqué, que les indemnités versées aux mères dans le cadre de leur congé maternité. Et il y a donc, le cas échéant, d'autres primes qui peuvent être versées, là encore, au moment du congé parentalité. Christine, si vous voulez en dire quelques mots. Donc pour LPA, le congé parentalité, c'est pour les barreaux qui ont souscrit le contrat chance parentalité. Et donc, c'est pareil, c'est nous en informer, nous adresser selon les formulaires qu'on peut trouver sur notre site, l'ensemble des éléments dès lors qu'il va partir en congé. On part à la date du congé. Merci. Alors, autre congé, là aussi le congé d'adoption. On est sur des mécanismes qui sont très proches de ce qu'on vient, là encore, de vous expliquer. Donc, la durée du congé va dépendre du nombre d'enfants adoptés et du nombre d'enfants dans le foyer. Donc, vous voyez, on est sur des durées de congé un petit peu particulières, mais ce sont les durées, on va dire, entre guillemets, légales, à savoir 87 jours maximum. Et là, on parle bien d'une durée de congé maximum, 87 jours, soit 12 semaines et 3 jours pour l'adoption d'un enfant. Et vous voyez qu'après, cette durée varie et augmente en fonction du nombre d'enfants adoptés. Là encore, même type de mécanisme. D'abord, une base avec des indemnités journalières versées par la CPAM.
Et dans ce cas-là, bien évidemment, attention à bien faire les formalités qui conviennent. Toujours ces fameux 56,35 € par jour de congé. Vous voyez qu'il y a également une allocation forfaitaire de repos qui est versée par la CPAM. Et le cas échéant, en fonction des garanties qui sont souscrites par vos barreaux, la possibilité d'avoir des indemnités versées par AON et une prime de naissance. Si vous voulez rajouter quelques mots sur ces points. Concernant LPA, on considère, on a le même traitement pour les forfaits, que ce soit pour l'accouchement ou pour l'adoption, et pareil pour le congé parentalité, puisque l'adoption est considérée comme une naissance. Donc, on va avoir le même mécanisme de calcul et les mêmes démarches à fournir. Merci à vous. Rapidement, quelques autres congés. Ce congé dont on a récemment, effectivement, nous reparlé au Conseil national des barreaux, puisque ça fait partie des éléments importants, qui est le fameux congé paternité d'accueil de l'enfant hospitalisé, 30 jours au plus, dans une situation très particulière, qui est l'hospitalisation du nouveau-né dans une unité spécialisée pour raison de santé. Donc, sachez aujourd'hui que vous avez un congé, sachez que c'est 30 jours au plus et que donc c'est un congé spécifique sur cette situation particulière. De même qu'il existe également un congé parental d'éducation, ces fameux congés de 2 ans maximum qui permettent à l'avocat de suspendre son activité après la naissance et donc qui démarre à l'issue du congé maternité pendant une période de 2 ans. Et enfin, malheureusement, des événements moins gais, mais sachez également qu'il y a un congé pour deuil parental. Je ne sais pas si sur ces congés, Christine, vous voulez éventuellement rajouter quelques éléments. Non, parce que ça, c'est absolument pas pris dans les contrats chance parentalité. Là, effectivement, vous toucherez des indemnités journalières et notamment sur le congé de paternité, on a une mise en conformité de notre règlement intérieur actuellement dessus. Je crois que c'est revenu en Assemblée générale il y a 2 mois sur ce point. Pour terminer rapidement, parce que ça fait vraiment partie des éléments qui me paraissaient importants, de revenir quand même sur l'incidence de la parentalité sur le congé de collaboration, au-delà bien évidemment du fait sur des aspects déontologiques sur la rupture, on s'est vraiment attaché aux aspects de protection sociale. Donc, le contrat de collaboration est suspendu, mais surtout, il y a également un maintien de la rétrocession d'honoraires pendant la période de congé. Attention simplement, et ça c'est extrêmement important, il faut être vigilant puisque le collaborateur va, donc, il y a un maintien de la rétrocession, comme on vous a indiqué, sous déduction des indemnités journalières qui sont perçues. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les indemnités journalières, et je parle bien uniquement d'indemnités journalières, vous voyez, ce n'est pas l'allocation repos maternel, ce n'est pas le forfait naissance, etc. Mais juste ces indemnités journalières, vous devez les rembourser au cabinet. Ça veut dire concrètement, ça fait partie des rares cas où le collaborateur reverse ces indemnités auprès du cabinet. Voilà. Il convient aussi d'être diligent dans les 2 sens, c'est-à-dire que faire attention à ce que ça ne crispe pas les éléments, ça fait partie des obligations des 2 parties. Le cabinet de maintenir la rétrocession, mais le collaborateur de reverser les indemnités et donc de faire son décompte et de transmettre les montants concernés.
Et je pense que nous en avons terminé. Voilà, merci beaucoup. Peut-être tout de suite et après, comme ça, nous prendrons le temps des réponses aux différentes questions qui sont posées dans le cadre de ce webinaire. Je vais donner la parole à Franck Dimarski. Franck est là pour vous présenter. Nous avons vu la garantie de base, les garanties complémentaires, mais quelles sont les garanties supplémentaires que l'on peut vous suggérer de souscrire. Je donne Franck Dimarski. Merci. Merci Madame Bâtonnier. Effectivement, on a vu jusque maintenant que les garanties étaient assurées par le régime de prévoyance ainsi que par la CNBF dans de nombreux cas d'arrêt suite à une maladie ou un accident. Et comme on vous l'a indiqué, ces garanties sont des garanties minimales et voire insuffisantes. Le problème, c'est qu'on se pose parfois assez peu la question avant que le pépin nous arrive, et, alors que nous devons l'anticiper. Et plus on l'anticipe jeune, moins ça coûtera cher, bien entendu, et également, vous n'aurez pas de cause d'exclusion avec des questionnaires médicaux qui pourraient vous arriver quand vous avancez en âge dans la profession et dans la vie. Donc, le but de cette journée, je pense, d'information, c'est déjà de connaître vos droits de base, parce que parfois on ne les connaît pas suffisamment, mais également de vous pencher sur votre situation personnelle et anticiper d'éventuelles difficultés et de voir comment vous pouvez vous assurer. Et, question importante, à quel prix et pour quel montant. On a essayé de faire des simulations selon trois typologies dans notre profession. Nous n'avons pas repris le cas de notre confrère François, si cher à M. Delevoye au moment des retraites, mais on a essayé de partir de chiffres qui étaient exploités par la profession, notamment dans le cadre des négociations sur l'aide juridictionnelle. Information très intéressante sur les moyennes. Bien entendu, ce ne sont que des moyennes que l'on peut rencontrer dans chaque situation. On a essayé de vous faire visualiser ceci à travers 3 exemples. Le cas déjà de l'avocat collaborateur avec un chiffre d'affaires annuel moyen de 53 600 €, soit 4 470 par an. Ça décompose ce chiffre d'affaires de la façon suivante: 3 370 de revenus de l'avocat et 1100 de frais généraux. Donc, si on regarde la prise en charge que l'on a par le régime de prévoyance, vous voyez qu'on a 2 700 € qui seront pris en charge au bout de 15 jours ou un mois, suivant les régimes auxquels on appartient. Mais vous aurez, en tout état de cause, au bout d'un mois, 1 770 € à compléter pour couvrir vos charges de cabinet, vos charges personnelles et assurer également le maintien de votre revenu initial. Alors, pour conserver et pouvoir payer vos charges, conserver vos revenus et pouvoir payer vos charges, on a sollicité notamment LPA et d'autres assureurs pour nous dire quelles sont les garanties qui pourraient être proposées. On va voir juste après et à quel coût. Garantie proposée, c'est un capital d'essai supplémentaire de 50 000 €, des indemnités journalières, donc là qui viennent compléter votre revenu pour le maintenir au même niveau qu'avant l'arrêt éventuel. Les frais généraux permanents mensuels pour 1 080 € et une rente d'incapacité permanente totale qui serait de 2 700 € qui viendrait compléter éventuellement ce qui vous serait versé par la CNBF. Et après, dans ces 3 années d'invalidité. Alors maintenant, à quel coût? Parce que c'est ce qui intéresse aussi dans votre situation, dans notre situation. Donc, vous voyez qu'on a essayé de faire des fourchettes un peu pour un avocat de 35 ou 45 ans. On arrive, je pense, à des tarifs très raisonnables. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur la question. On est entre 33 et 41 € mensuels pour un avocat âgé de 35 ans et entre 46 et 54 pour un avocat de 45 ans. Donc, vous voyez que l'intérêt qu'on a à se poser ces questions, c'est de se dire que pour un coût globalement
raisonnable que l'on peut supporter avec le revenu qui était indiqué, un bénéfice de 40 000 euros par an. Prendre une assurance entre 500, 400 et 650 euros à l'année paraît tout à fait raisonnable pour se couvrir en cas de difficulté, malheureusement, de la vie que nous pouvons rencontrer. Maintenant, la typologie, la méthode va être la même pour l'avocat individuel. Avec cette fois-ci, on a repris les chiffres moyens, un chiffre d'affaires d'environ 104 000 euros. Là, cette fois-ci, vous avez des frais généraux de 4 600 passés par mois et un revenu à assurer de environ 4 000 euros, un petit peu moins. Là, vous voyez que le complément est bien plus important puisque la prise en charge qui est équivalente pour chaque confrère reste à 2 700 euros. Mais le complément à financer est bien évidemment beaucoup plus conséquent. Donc, même chose, garantie complémentaire, le capital d'essai et la rente d'incapacité au bout de 3 ans en cas d'impossibilité de revenir au travail, et des indemnités journalières qui correspondent donc, aux 43 euros complément de revenus et les frais généraux permanents de 4 590 euros par mois. Alors, vous voyez, on a repris encore une fois les mêmes bases concernant les cotisations de l'avocat de 35 ou 45 ans. Vous voyez que les primes sont tout à fait aussi abordables pour couvrir ces frais importants. Dernière situation que nous avons envisagée, l'avocat associé, avec cette fois-ci un chiffre d'affaires de 270 000 euros et encore une fois un décalage qui est de plus en plus conséquent, des revenus de 8 300 par mois et des frais fixes de 14 200. Donc cette fois-ci, un complément à financer de près de 20 000 euros par mois. La même chose que pour les autres situations, le capital d'essai complémentaire, la rente en cas d'invalidité qui serait de 7 650 euros environ par mois, des indemnités journalières à hauteur de 190 et des frais généraux pour environ les 10 000 euros par mois. Le montant des prestations, on est encore dans des fourchettes qui me semblent assez raisonnables, autour de 180 au plus bas pour un avocat de 35 ans, jusqu'à 375 pour un avocat âgé de 45 ans. Alors, sachez que, bien entendu, il faudra appliquer cette méthodologie à partir de votre déclaration 2035. L'intérêt, c'est d'aller vers un assureur ou tourner vers AON ou LPA qui peuvent vous proposer ces garanties complémentaires. Vont jouer dans les tarifications votre âge, l'état de santé, bien entendu, etc. Vont jouer aussi des durées de carence parce que vous pouvez vous dire que vous en avez besoin quasiment le premier jour ou au contraire, vous avez un volant d'affaires et une trésorerie qui vous permet de tenir 15, 20 ou 30 jours. C'est à vous d'envisager. Après, les frais généraux permanents mensuels, la question est à se poser. Là, les simulations sont faites sur une période de 24 mois. Parce qu'après, on dit que malheureusement, si au bout de 24 mois, on n'est pas apte à reprendre notre activité professionnelle, il est malheureusement à craindre qu'on se retrouve en état d'invalidité par la suite. Donc, tous ces facteurs sont à prendre en compte. La première des choses à faire, c'est d'examiner votre 2035 et de voir justement quels sont vos ratios entre vos revenus personnels ainsi que vos frais. Sachez, M. Patrimonieux l'avait évoqué tout à l'heure, le fait d'envisager, on en a parlé assez longuement pour les collaborateurs, du maintien des revenus qui sont garantis aussi par l'avocat qui l'emploie. Mais dans le cadre des associations, et j'en terminerai par là, il y a aussi des choses à anticiper. Alors, à voir dans les statuts que vous avez éventuellement signés avec vos associés ou le pacte d'associés que vous avez réalisé, mais il y a une anticipation à faire, c'est un éventuel rachat de parts en cas de décès, par exemple. Et c'est une garantie qui peut être proposée. Et pour vous donner un exemple chiffré qui vous soit parlant, c'est que pour un avocat de 35 ans et un capital de ses parts à hauteur de 100 000 euros, la cotisation serait d'environ 130 euros par an et pour un avocat de 45 ans de 360 euros.
sont des choses auxquelles, bien entendu, qu'on n'aime pas trop évoquer, anticiper, mais je crois que les coûts qui vous sont avancés là et qui sont parlants et me semble-t-il assez raisonnables dans leur montant, permettent en tout cas d'envisager d'éventuelles difficultés avec sérénité, de se dire qu'on est couvert, que la famille est aussi à l'abri de difficultés, ainsi que soi-même. Donc c'est surtout aux plus jeunes de nos confrères que l'on s'adresse en disant prenez le temps de vous pencher sur vos déclarations, prenez le temps de regarder quels sont vos besoins et de contacter un assureur pour ensuite ou nos courtiers pour qu'ils vous proposent ces contrats qui seront manifestement un gage de sécurité, d'apaisement pour vous, dans votre exercice professionnel. Je vous remercie. Beaucoup d'informations et vraiment de remercier nos participants. Peut-être que nous allons répondre aux questions qui sont posées en direct. Oui, alors déjà, il y avait plusieurs questions, mais qui étaient intervenues en début d'intervention, effectivement, qu'on gardait sur l'intérêt, en disant l'intérêt de souscrire finalement à un régime supplémentaire. Donc, c'était effectivement l'objet de la présentation de Franck. J'espère que nos confrères auront trouvé leur réponse, effectivement, de se dire qu'on a un socle commun de base qui existe et qui est, en tout cas, voilà, qu'elle mérite d'exister, mais qu'il faut peut-être quand même faire attention et pouvoir le compléter par un certain nombre de choses et certainement individualiser les éléments. Donc, je pense qu'on a pu répondre à ces questions. Nous avons également alors plusieurs confrères qui nous ont interrogés sur les avocats exerçant à l'étranger et notamment une des dernières questions qui serait d'évoquer effectivement en incluant les avocats exerçant à l'étranger. Je propose peut-être, puisqu'il y a eu plusieurs questions effectivement au cours de cette formation, nous sommes actuellement en train de préparer une FAQ au CNB sur toutes les questions de protection sociale. Eh bien, je prends en tout cas comme note pour que nous consacrions effectivement une partie à ces confrères qui visiblement sont en attente d'informations et d'explications sur leur situation et les droits qu'ils ont au regard de leur situation particulière. Et sur cette dernière partie, alors si nous avons eu beaucoup de questions pour savoir si le PowerPoint et les PowerPoint de la formation seraient disponibles et voilà, seraient transmis aux participants. Alors, nous vous proposons tout simplement de mettre les slides en ligne et de vous rédiger donc une FAQ avec tous nos intervenants qu'il convient de remercier, puisque vous avez vu que bon nombre des questions qui étaient posées en direct, les réponses y ont été apportées et vous les retrouverez dans les slides de nos intervenants. Vous a été donc présenté comment vous pouvez adapter votre protection non seulement en fonction de vos besoins, mais surtout en fonction des risques que vous souhaitez couvrir. Il me reste à remercier tous nos intervenants, de remercier plus particulièrement LPA et Vincent Patrimonio et Christine Salfranc, bien évidemment Franck Dimarski, Kathleen Moda et Joël Granger, mais aussi tous ceux qui ont rendu ce webinaire possible, et notamment Laura Bolotourneur et tous les permanents du Conseil national des barreaux, ainsi que Mathéo, qui est à la technique. Sachez qu'il y a des questions, notamment sur la retraite. J'ai vu une question qui nous interrogeait sur les avocats en retraite active qui ne souhaiteraient plus cotiser. Nous ne répondrons pas à ces questions puisque, comme je vous l'ai indiqué
au début de ce webinaire. Nous ferons avec la CNBF, son président et son directeur général, Gilles Notte, qui était en direct avec nous, et nous l'en remercions puisqu'il a permis de répondre pour les PACSE. Nous ferons un webinaire durant l'automne qui sera spécialement consacré à la CNBF, oui, et à la retraite. Voilà, donc remerciements à tous les participants. Les slides seront en ligne et nous répondrons à vos questions dans le cadre de ces FAQ. Il me reste à vous remercier, à vous dire à bientôt et de vous dire quel plaisir cela a été pour nous que de ce premier webinaire en matière de protection sociale, de façon à vous informer et encore mieux vous informer. Et sachez que tous les membres du Conseil national des barreaux, tous les membres de LPA et d'AON se tiennent à votre disposition pour vous aider dans ces questions et naturellement les membres de la CNBF ainsi que son président et son directeur. Voilà, tous mes remerciements. Kathleen, un mot à ajouter? Oui, eh bien, comme tous les webinaires du CNB, celui-ci sera disponible en replay. Donc, pour ceux qui seraient arrivés en cours de webinaire, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir dans son intégralité et n'hésitez pas à transmettre l'information pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Et je remercie effectivement tout le monde. Merci, au revoir et excellente journée. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous.